Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bénézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Salut Étienne, ça va bien ? Bonjour Baptiste. Écoute Étienne, je suis ravi de t'accueillir dans le podcast aujourd'hui. On va revenir ensemble sur ton parcours. Je pense qu'on va beaucoup parler des enjeux de transfo RH actuels aujourd'hui. Et il y a un autre thème que je te propose qu'on explore ensemble parce que ton expérience est assez pertinente, je trouve, sur ce sujet. C'est les relations entre, j'allais dire, les startups d'un côté et les grands groupes de l'autre, mais de manière plus globale, des entreprises installées et des jeunes structures qui proposent des solutions, je pense, innovantes sur ces sujets-là. Donc, je te propose qu'on balaye ces deux thèmes ensemble. En commençant, alors je vais te présenter hyper rapidement. Tu es en charge, tu es directeur talent, learning et diversité chez WeCare Group. Tu es aussi associé dans une structure, un cabinet RH qui s'appelle l'Étincelle RH. Est-ce que j'ai bon ? Tout à Est-ce que fait. tu peux... Bon, bah super, ça commence bien. Est-ce que tu peux peut-être revenir rapidement sur ton parcours et tu as un profil qui est atypique pour un RH puisque tu es à la fois côté, côté acheteur, côté client et côté fournisseur, en tout cas accompagnant sur ces sujets-là. En effet, j'ai aujourd'hui une double casquette qui parfois questionne parce que finalement, qui est mon employeur dans tout ça. Moi, je suis, pour revenir rapidement sur mon parcours comme tu le souhaites, moi, je suis un pur profil RH, de formation RH, de parcours purement RH. Moi, j'ai débuté mon parcours chez SFR où j'ai appris le métier dans une organisation qui était, avec du recul aujourd'hui, assez innovante à l'époque, en tout cas sur des sujets de développement RH qui étaient déjà au cœur de l'activité. On parle d'apprentissage, mais moi j'ai démarré au sein du campus de l'Espace Campus, qui était l'organisme de formation du groupe SFR, piloté par Marc Denry à l'époque, qui est très connu dans les sujets de learning et de formation. Donc j'y ai fait en effet 7 ans. Ensuite j'ai fait un passage dans le monde du retail et de l'industrie au sein du groupe ERAM. On y reviendra après en effet avec des sujets de transfo et d'évolution. Donc j'ai fait ça pendant 15 ans avec comme tout profil un peu RH, une vision de trajectoire et qui était de me dire tiens, à 30 ans je serais bien DRH moi d'une structure. J'étais DRH de différentes filiales au sein du groupe ERAM à 30 ans et puis je me suis dit mais finalement OK, maintenant que tu as fait ça, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi l'étape d'après? Et c'est ce qui m'a amené depuis 2018 à finalement tester différents sujets, à la fois avec une envie d'aller dans l'innovation RH, et donc un petit passage en start-up que j'ai fait pendant un an. Mais on en reviendra après sur cette expérience, et c'est marrant parce que j'ai réécouté tes podcasts en préparation, et notamment celui de Bénédicte aussi, qui a fait un passage dans l'univers des startups, et je trouvais le parallèle en tout cas intéressant. J'ai fait moi un an, mais dans une fonction où j'y allais pour développer du conseil, et finalement j'étais sur une mission très customer success, d'accompagnement au déploiement d'une solution qui finalement m'enfermait un peu dans ce que j'avais envie de faire. Donc je suis revenu sur une fonction RH, mais là en laissant de côté toute la partie RH opérationnelle, relations sociales, pour se focaliser sur ce que j'aime faire, moi, qui est vraiment le développement RH, l'évolution, l'accompagnement, la formation, les questions d'innovation et de transfo. Donc j'ai rejoint en 2020 le groupe en effet WeCare sur les services à la personne, mais toujours avec cette logique d'entreprendre. Et puis je me suis dit finalement en 2021, mais pourquoi tu ferais pas les deux? Et donc j'ai posé ça sur la table chez WeCare, qui a finalement résonné de manière ultra positive. Et donc depuis juillet, j'ai en effet deux casquettes. À la fois, je continue d'accompagner WeCare sur tous ces sujets de développement RH, mais à côté, je vais prendre, on va dire, de l'oxygène aussi à l'extérieur, en accompagnant d'autres entreprises, d'autres organisations, au sein d'un cabinet de recrutement et de conseil RH. Ok, super. Et au niveau de tes... Alors, c'est super intéressant, je pense. L'un nourrit l'autre. Est-ce que tu saurais, peut-être nous expliquer en 2-3 points en quoi ton métier de consultant t'aide dans ta fonction de RH, et dans l'autre sens, comment ça marche? En fait,
l'un nourrit l'autre forcément parce que dans le conseil tu vas te nourrir de plein d'entreprises avec plein de problématiques différentes, donc tu vois aussi plein de bonnes idées, tu vois plein de façons d'aborder les sujets, donc forcément ça vient te questionner sur tes pratiques opérationnelles dans ce que tu fais, dans la façon dont tu déploies des projets avec des équipes. Donc ça vient en fait ça m'aide à venir questionner mes pratiques aussi opérationnelles, et puis d'un côté en étant dans l'opérationnel finalement je sais aussi de quoi je parle. Parce que je suis confronté aux mêmes problématiques que les clients que j'accompagne. Donc tout ça, ça apporte de la valeur ajoutée. Et puis après, je pense aussi que le fait d'être finalement dans ce temps partagé, d'être dans ce rôle de consultant aussi, ça me permet aussi de prendre du recul dans mon job du quotidien chez WeCare, parce que finalement chez WeCare j'adopte presque maintenant une posture un peu de consultant, donc un peu aussi une posture externe dans la façon de venir questionner des sujets, dans la façon de prendre de la distance avec les pratiques du quotidien, avec la gestion des sujets plus politiques, plus d'ego que tu peux avoir dans les organisations et dans des grands groupes aussi, et finalement ça me met en distance et ça me permet, je pense, d'aborder les sujets parfois sous des angles différents, grâce à cette posture finalement de consultant que j'ai à côté. Donc je pense que ça, à la fois ça apporte de l'oxygène pour aller innover, créer, regarder ce qui se fait, trouver des bonnes idées, venir questionner les pratiques, et puis ça me met dans une posture un peu différente qui me permet de prendre de la distance pour finalement parfois mieux aborder les sujets avec des dimensions parfois moins émotionnelles, parce que finalement tu es en distance sur le sujet. C'est hyper intéressant ça de réussir à, en fait, ça te force à prendre du recul sur le quotidien de l'un et de l'autre. Ouais, et c'est je pense que c'est souvent le débat qu'on a quand t'échanges avec des RH ou de grands groupes qui parfois quittent les grands groupes pour l'univers de la start-up ou pour d'autres univers. T'as parfois cette recherche d'organisation plus simple, plus agile, moins politique, moins dans lequel on est parfois confronté, mais dans lequel parfois on se met aussi parce qu'on n'ose pas parfois prendre les choses d'une certaine façon, oser dire les choses. Ouais, il y a des enjeux politiques, il y a des prises de risques. Il y a une part d'audace, qui est un des sujets d'actualité en ce moment dans la fonction RH, du fait d'oser. Et en fait, en étant dans cette posture de distance, finalement, tu te mets à oser plus ou plus facilement, finalement, et ça te permet d'être parfois, j'allais dire, encore plus toi en tant qu'individu dans la façon d'aborder les sujets, d'y aller directement dans la façon dont tu vois les choses, d'oser des postures, des questionnements, parce que tu prends cette distance et que ton quotidien ne repose pas que sur la structure pour laquelle tu travailles, qui est WeCare, et donc ça te met aussi en distance sur ces prises de risques qui finalement, je pense, t'amènent parfois à oser un peu plus et voir mieux que quand tu es dans ton quotidien opérationnel à 100%. Ok. Non mais c'est hyper intéressant. On va essayer d'illustrer un peu ce point-là, revenir un peu sur les enjeux de transfo RH actuels. Alors nous on voit dans le format Learning by Doing, on regarde beaucoup le learning, donc l'apprentissage en continu, à la fois développer les compétences en interne, développer, je pense, l'employabilité aussi des personnes qui font partie des équipes aussi. Toi, alors peut-être plutôt sur ta casquette WeCare, mais tu me diras, il y a peut-être des sujets que tu vois ailleurs aussi. C'est quoi les gros enjeux de transformation actuels sur lesquels vous travaillez et sur lesquels aussi vous pouvez avoir des solutions innovantes qui se mettent en place? Dans les sujets de transfo, quand on parle de transfo, souvent le gros du sujet des transfos pour moi dans tous les plans en tout cas que j'ai pu voir tourne souvent autour des transfos à la fois culturels et managériales, parce que alors les transfos peuvent être liés à des transfos de business model, peuvent être liés à des transfos liés à l'évolution du secteur, liés à des enjeux que je prends chez nous d'attractivité, de rétention. Et en fait, la réponse derrière tous ces sujets, dans la façon d'aborder un nouveau business, dans la façon, de gérer une pratique de recrutement, d'attractivité, elle repose souvent finalement sur des questions à la fois culturelles et managériales, dans la façon d'aborder les sujets, dans la façon de faire fonctionner l'organisation. Je prends l'exemple dans le service à la personne. On est sur des métiers en effet à fort turnover. On a pendant longtemps, je pense, beaucoup travaillé les sujets d'attractivité, de comment on va chercher, comment on recrute, et peut-être un peu moins les sujets de fidélisation de nos collaborateurs, parce que pris dans le quotidien opérationnel. Et en fait, derrière le sujet de la fidélisation, en fait, c'est tout le sujet de l'expérience collaborateur, c'est tout le sujet de la dimension culturelle, c'est tout le sujet de la cohérence entre ce qu'on va véhiculer en termes de discours et de ce qu'on vit réellement à l'intérieur de l'entreprise. C'est tous les enjeux de la posture managériale dans ce rôle d'accompagnement, de développement des collaborateurs. Donc en fait, souvent pour moi, quand on parle de transfo,
c'est avant tout des sujets de transfo culturel, managérial, d'organisation du travail, de mode de fonctionnement. C'est à ça qu'on touche finalement. Parce que derrière, on peut faire de la transfo numérique et on peut réinventer nos business models, lancer une nouvelle offre, bien sûr. Sauf que si derrière, on crée pas les conditions pour permettre aux gens justement de sortir du cadre, d'aller innover, d'aller chercher, d'aller appréhender de nouveaux outils. Et on en reparlera sûrement après sur cette dimension des outils. Hein. L'outil, il est au service d'eux. Et donc, si on vient pas accompagner ça, finalement, on n'arrivera pas à réussir des projets de transfo. Et donc, finalement, ce qui fait pour moi, c'est qu'en fait, la transfo, elle est permanente parce qu'on touche à ces sujets culturels et managériaux. Donc, on est finalement toujours en transformation. Et ça, moi, je l'ai appris dans mon parcours quand j'ai démarré chez SFR. Chez SFR, on était dans l'univers des télécoms en 2004, en plein dans les belles années de l'univers des télécoms. Et on passait, enfin, moi, j'ai vécu ma phase de démarrage où tous les 6 mois, je changeais de N+1 à N+2. Dans tous les 6 mois, l'organisation se réorganisait. Alors parfois avec des sujets d'aller-retour, mais parce qu'on est dans un contexte de transformation permanente. Et en fait, ce qu'on vivait beaucoup dans les univers technologiques, finalement, aujourd'hui arrive dans toutes les organisations, et c'est là où la logique d'apprentissage, elle est permanente, c'est qu'en fait, on passe son temps à se questionner sur la façon de faire les choses, on passe son temps à faire évoluer les choses, à faire évoluer nos pratiques, nos modes de fonctionnement. Et donc, c'est finalement là que je fais le lien, moi, avec cette logique d'organisation aussi apprenante, c'est que, en fait, les bonnes transfos, elles réussissent dans les organisations qui sont des organisations apprenantes parce que chacun est habitué à apprendre constamment et donc finalement à évoluer, à changer ses pratiques parce que apprendre de nouvelles choses ou mettre en pratique de nouvelles choses ne fait pas peur parce que c'est ancré dans la culture. Et alors, du coup, concrètement, est-ce qu'il y a tu peux nous parler de quelques programmes que tu as pu suivre, alors à la fois dans tes expériences précédentes, chez Wika en ce moment, ou alors même sur l'étincelle RH, qui est donc la partie plus consulting, des choses que tu as pu suivre de près. Tu peux nous partager quelques recettes, voilà, comment vous concevez ces programmes d'accompagnement ou en tout cas de développement de cette culture managériale. Ouais. Alors je sais pas si j'aurais les bonnes astuces, les bonnes pratiques, mais pour moi, ce qui est à mon sens, en tout cas aujourd'hui, qui me semble essentiel dans ces sujets-là, c'est alors à la fois ça fait très marketing de dire ça parce que c'est beaucoup utilisé, mais c'est la méthode des petits pas. C'est en fait, on a parfois tendance, et moi y compris, on structure des grands projets de transfo avec des grandes étapes et autres, des grandes ambitions. Or, en fait, c'est la méthode des petits pas qui fonctionne. C'est en y allant progressivement, c'est en testant les choses, c'est en arrêtant de vouloir le sujet parfait. Enfin, moi, c'est des débats que j'ai avec les équipes. Souvent, on doit sortir. Je prends un exemple, on doit sortir un nouveau processus d'onboarding pour une des marques. En fait, le projet il traîne depuis longtemps parce que potentiellement on veut le sujet parfait, on veut impliquer tout le monde, on veut faire les choses ultra collaboratives, et ce qui est très bien. Sauf qu'à un moment donné, il faut, et c'est là où l'esprit startup pour moi est intéressant, c'est qu'en fait, on avance par itération. Donc oui, on va tenter des choses. Oui, elles sont pas parfaites au démarrage. Oui, elles sont pas bonnes, mais c'est pas grave. On y va par méthode des petits pas. Donc je pense qu'une des premières clés, c'est ça. C'est d'accepter d'avancer avec des choses qui ne sont pas parfaites, mais parce qu'on va apprendre en faisant et qu'on va adapter au fur et à mesure. Ce qui est mieux que d'avoir un plan de travail où on travaille pendant 1 an en groupe de travail, on sort quelque chose au bout d'1 an et en fait, il faut le réadapter 6 mois après. On a perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis après, c'est l'apprentissage en faisant, en effet, qui va avec ce que je viens de dire, qui est pour moi essentiel. Je vais prendre un exemple. En fait, quand j'étais au sein du groupe ERAM, notamment, il y a un gros projet qui s'appelle Change for Good, qui visait à retravailler à la fois le business model, à la fois l'économie plus circulaire, plus responsable dans le monde du retail et de la distribution. Quand on a commencé à mettre en place la démarche RSE avec la nouvelle DRH Group qui est arrivée en 2013, on avait en effet un comité de direction qui était conscient des sujets, mais peut-être pas complètement embarqué par rapport à ça. On avait de la résistance en interne parce que dans les visions de priorité des sujets. Et en fait, la méthode qui a été mise en place par la DRH Group de l'époque, dans la façon dont on a structuré le projet et le plan de transfo, c'était de créer un petit comité avec finalement des gens opérationnels des métiers qu'on a été chercher, et en disant on va avancer par des petits pas et on va faire que dans l'organisation, à plein de petits endroits, il va se passer des choses sur le sujet. Et en fait, on a commencé à infuser finalement par rapport à la démarche pour que elle prenne progressivement plus d'ampleur, et puis que finalement c'est par le dessous qu'on vienne challenger le haut de l'organisation
qui finalement prennent conscience des enjeux, prennent conscience de l'intérêt des équipes sur le sujet pour embarquer tout le monde. Et on a parfois tendance sur des projets à vouloir à tout prix en disant oui, mais le comité de direction, il doit être sponsor, il doit porter la démarche. Bien sûr, le premier enjeu d'un plan de transfo, c'est que ça soit porté par le haut de l'organisation. Mais parfois, on attend trop du haut de l'organisation, alors qu'en fait, on peut faire infuser les choses par le bas de l'organisation, mettre tout le monde en action, et c'est ça qui va faire bouger le haut de l'organisation. Donc, ce que j'ai envie de dire parfois dans les facteurs clés, c'est arrêtons d'attendre parfois ou se plaindre que le comité de direction, le COMEX ne porte pas le sujet, ne s'empare pas du sujet. J'ai envie de dire, emparez-vous du sujet, faites-le infuser. Il y avait une structure qui avait créé, je crois que je sais pas si c'est un bouquin là-dessus, mais sur le corporate hacking et sur finalement comment on vient hacker l'organisation de l'intérieur pour faire bouger les choses. Et en fait, c'est une des clés dans les sujets de transfo aussi, c'est ça, c'est de faire que chacun soit acteur et que si le haut ne bouge pas sur un sujet, c'est comment on arrive en infusant et en mettant tout le monde en action à faire bouger le haut par le reste de l'organisation. J'ai l'impression d'avoir fait une phrase très longue sur ce sujet, mais non, mais t'as bien fait de l'expliquer parce que c'est une idée qui est assez innovante. Je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas bien en rupture avec effectivement des schémas classiques où quand on lance un programme de learning, on a besoin de sponsorship, on a besoin de gens haut placés, on va dire, qui incarnent les valeurs qu'on veut véhiculer. Et je pense qu'effectivement il y a jouer sur ces deux tableaux et essayer de rejoindre les deux bouts, on va dire le haut de la pyramide, le bas de la pyramide, c'est un sujet hyper intéressant. Après, la question qui me vient tout de suite, c'est en termes d'outils, en termes de ressources, comment tu animes ça? Parce qu'effectivement, ça peut être les gens qui nous écoutent se disent peut-être, oui, ça serait bien que les opérationnels s'emparent des sujets, mais on peut avoir effectivement alors je sais pas. Les objections classiques, c'est j'ai pas le temps, on a beaucoup de sujets opérationnels, oui, on doit travailler la culture de management, mais on a aussi des injonctions de résultats, des choses comme ça. Comment toi ou vous, dans les différentes équipes dans lesquelles vous traitez ce genre de choses-là? Est-ce que vous avez, alors, je sais pas si des recettes ou des outils, mais en tout cas, comment vous arrivez à insuffler cette démarche justement pour que le mouvement prenne, pas seulement parce que les chefs ont dit que, et que les opérationnels, les gens sur le terrain se sentent légitimes de réfléchir à ces sujets, de mettre des choses en place à leur niveau. Alors, plusieurs sujets pour moi par rapport à ta question. On a sur tous les sujets dans l'organisation, tu arrives toujours à trouver des gens qui sont ce qu'on appelle souvent les fameux ambassadeurs, mais il y a toujours des gens qui sont, en tout cas, qui sont parfois précurseurs sur des sujets parce que ils ont une vision de ce qu'il faudrait mettre en place. Ils sont confrontés à des pratiques du quotidien et ils ont envie de faire bouger les choses. Et donc déjà, c'est de réussir à identifier ces personnes-là, parce que c'est ces personnes-là que tu vas mettre en mouvement au démarrage, qui vont te permettre d'insuffler et d'infuser la démarche sur le sujet. Après, sur le sujet notamment l'aspect managérial et culturel, ça passe forcément par des sujets de sensibilisation, c'est-à-dire comment tu viens ouvrir le regard de tes managers par des conférences, par des webinars, par des moments en tout cas d'échange, dans la façon dont tu vas animer ta communauté managériale, qui est un premier élément en tout cas d'ouverture sur le sujet. Il y a ensuite comment tu viens les développer, et donc là c'est en effet tous tes programmes de formation que tu vas mettre en place, mais qui sont aussi sur de l'apprentissage entre pairs, via du mentorat, via d'autres solutions qui permettent d'être vraiment dans l'action en faisant et d'apprendre en faisant sur le sujet. Et puis après, c'est comment tu viens les outiller. Alors les outiller, ça peut être sur des outils de gestion de projet, c'est-à-dire comment j'arrive à cadrer les différents projets par la bonne façon de faire. Donc comment on arrive à s'aligner. Là, c'est un de nos enjeux qu'on a chez WeCare par exemple, c'est que aujourd'hui ce qu'on voit dans nos plans de difficulté, dans nos plans de transfo, c'est que chacun fonctionne sur une méthode projet différente, donc on n'a pas d'homogénéité, on n'a pas d'outils communs, on n'a pas de langage commun sur ces sujets-là. Et donc on a beau former, c'est que derrière, si on n'arrête pas une méthodologie, des outils et des principes de fonctionnement, ça va pas fonctionner. Donc là, on a un grand projet autour du Lean qui est en cours chez O2 pour vraiment venir travailler sur des outils de management visuel et pour améliorer finalement ce mode de collaboration pour tous fonctionner de la même façon. Et puis après, sur des enjeux managériaux, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec Tim Bakery, c'est comment on vient outiller nos managers aussi sur le sujet, en leur mettant à disposition des recettes, des guides, des outils pratiques qui vont les aider, mais en mettant chacun en acteur sur le sujet. Je prends l'exemple de Tim Bakery volontairement, en fait, chacun est libre d'y aller ou de pas y aller.
Et en fait, notre job, c'est pas non plus de prendre tout le monde par la main, c'est d'accompagner, d'outiller, mais ensuite chacun doit être acteur sur le sujet. Et cette prise de conscience là, elle passe aussi par des enjeux de responsabilisation, par des enjeux de sensibilisation qu'on va avoir sur le sujet. Donc j'ai l'impression de répondre de manière très générique à ta question, donc je sais pas si je rentre assez dans le détail. Non, mais c'est hyper intéressant. Mon point aussi, c'est est-ce que merci pour la mention d'ailleurs. Mon point, c'est est-ce que par exemple dans les parcours d'intégration, c'est marrant, tu me parlais du sujet parcours d'intégration. Est-ce que par exemple quelqu'un qui va avoir dans sa carrière, alors soit en arrivant directement, soit dans les 2-3 ans où la personne est arrivée, une position de manager, est-ce que dès l'intégration on lui dit voilà le cadre de travail, voilà comment tu vas fonctionner avec ton manager. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on va attendre de tout. Enfin, je sais pas si on va attendre de toi, mais tu peux te sentir libre de pousser des sujets, tenter des choses. Tu vois, est-ce qu'il y a des logiques de, je sais pas, de communauté apprenante ou en tout cas des points de contact réguliers sans attendre effectivement le gros programme de management qui va sortir tous les 1 an, 2 ans, 3 ans, qui va être mis à jour à cette fréquence-là. Et entre-temps, on peut avoir quelqu'un qui sait pas trop comment se positionner par rapport à ces sujets de culture ou juste de management, quoi. Là, on est en train de reposer tout le parcours d'intégration des responsables d'agence pour la marque O2. En fait, on avait jusqu'alors 3 semaines de formation qui se faisaient au siège quand t'arrivais sur différents sujets, des sujets de management, des sujets RH, des sujets commerciaux. Et en fait, on est en train de refondre complètement le parcours où on intègre différentes dimensions. On vient y intégrer des agences formatrices. On vient y intégrer nos formateurs terrain. Et donc, on vient intégrer beaucoup plus d'accompagnement finalement plus individualisé et d'apprentissage en action et en faisant, avec de la formation en situation de travail. Et dans ce cadre-là, je suis accompagné par un formateur terrain qui est souvent un ancien responsable d'agence, donc il va être un premier point de contact de partage. Donc en fait, on est en train de retravailler nos dispositifs d'intégration pour avoir de la formation qui soit beaucoup moins de la formation présentielle au siège, mais beaucoup plus de la formation à la fois individualisée sur le terrain en situation de travail. Et à côté de ça, on y a couplé, alors, on a des débats toujours sur ces types de sujets, mais on y a couplé chez nous, on a reposé également nos référentiels de compétences, nos modèles de leadership. On a toujours un débat sur ces types d'outils parce que ça a du mal à vivre. On dit c'est des usines à gaz, mais pour moi, c'est en fait ces outils-là, ils visent justement à poser ce fameux cadre que tu évoques dans ce qu'on va attendre de toi aussi en termes de développement, de compétences, de quoi doit être capable un manager au sein du groupe WeCare. Et en fait, quand on dit ça, c'est important parce que ça permet de reposer aussi les attendus. Et donc chez nous, un manager en effet WeCare, en lien avec nos valeurs, doit être capable d'accompagner et de développer, doit être capable d'impulser et de soutenir. Donc on a posé ces différents référentiels. Et donc ça va être important pour poser la base. Après, pour moi, tout ça c'est qu'un outil et le management, en fait. Demain, on est dans la même organisation, que ce soit toi ou moi, Baptiste, on va avoir une façon d'exprimer les choses de manière différente. Et il faut surtout pas que ces modèles-là soient enfermants, parce que sinon je perds ma spontanéité, je perds mon authenticité. Par contre, ça doit nous servir de guide par rapport aux attendus, par rapport au cadre dans lequel on veut évoluer en termes d'organisation, dans la façon dont on veut que chacun puisse se développer. Par contre, pour moi, l'autonomie et la responsabilisation des managers, elle est juste essentielle. Moi, demain, tu me demandes de déployer un modèle de management où il faut faire de telle façon, à tel endroit, sur tel outil, sur tel sujet. Je vais être le premier à pas le suivre parce que l'outil va pas me convenir, parce que, par contre, que derrière, j'ai des guides, des outils qui m'aident et qui me permettent, tout en respectant le cadre dans lequel l'organisation souhaite que chacun puisse se développer, mais où je vais y mettre mon authenticité, où je vais y mettre ma façon et mon être à moi. Et on a souvent été, je trouve qu'on est de moins en moins, mais on a souvent été dans des organisations où parfois on avait, des espèces de jeux de rôle entre qui je suis à l'extérieur de l'entreprise et qui je suis à l'intérieur de l'entreprise, la façon dont je vais me comporter, dont je vais agir, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je sois exemplaire sur le sujet. Tu vois, l'exemplarité, c'est un terme qu'on n'a pas mis dans notre modèle. On a parlé en fait plutôt d'inspirer que d'être exemplaire, parce que on est personne n'est parfait et que dire que dans un modèle qu'on doit être exemplaire et prôner à côté le droit à l'erreur, mais pour moi il y a une incohérence là-dessus.
Par contre, mon enjeu en tant que manager, c'est d'inspirer parce que je porte une vision, d'inspirer parce qu'entre ce que je dis et ce que je fais, je suis cohérent. Et c'est ça qui va être essentiel. Et à moi, après, d'y mettre mon authenticité, à moi d'y faire les choses à ma façon, par rapport à qui je suis et comment je fonctionne. Hyper clair. C'est hyper clair. Et effectivement, c'est la limite qu'on voit nous aussi. Alors, il se trouve qu'en ce moment, on travaille beaucoup sur des sujets de management à distance, management en mode hybride, notamment avec l'organisation du télétravail qui est Lacan, et on a un peu cet équilibre qu'on essaye d'insuffler dans les organisations en disant qu'est-ce qui est du rôle de l'organisation, donc l'accord de télétravail, le cadre un peu global, et qui est-ce qui a la main du manager, et je dirais même de l'équipe, en disant en fait oui, mais on va pas dire aux gens comment ils vont travailler tous les jours. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Faut qu'on crée des zones d'échange pour qu'ils puissent échanger là-dessus, se mettre d'accord, qu'il y ait débat potentiellement, ou qu'il y ait juste une décision prise. Disant voilà, on aborde ça de manière itérative aussi. On dit voilà, on va tester, puis on va voir comment ça fonctionne, on va améliorer les choses un peu en continu. Et on croit pas du tout, en tout cas au niveau d'une cellule équipe, de dire en fait c'est comme ça que ça se passe, c'est l'organisation qui a dit que c'était comme ça, et donc on avance comme ça. Donc je retrouve beaucoup ce sujet, l'authenticité dans les rapports, dans les rapports de travail au sein d'une équipe, dans ce que tu dis. Mais ce enfin, pour compléter, qui est essentiel, tu vois. Moi, j'ai longtemps, enfin, quand je fais le retour aujourd'hui, sur, euh, et je pense que notamment, et on parle d'apprentissage, c'est parce que c'est auprès d'une DRH et d'un président avec qui j'ai travaillé que j'ai, je pense, gagné en authenticité. Où au départ, on peut avoir tendance, en effet, à être dans des espèces de postures, de rôle, mais en fait, alors bien sûr. Ça permet parfois de se préserver sur certains sujets, mais ce qui fonctionne le mieux et ce que chacun a envie de retrouver dans une organisation, c'est cette authenticité de ses rapports humains. Et ça, parfois, on l'apprend en effet avec des pairs, on apprend auprès d'autres, parce qu'en effet, pour être authentique, il faut aussi être dans une relation de confiance. Et donc, c'est là où est l'enjeu, c'est de dire comment dans mon organisation, j'arrive à créer cette relation de confiance. Je vais reprendre, c'est une phrase qu'on reprenait avec une ancienne boss, qui est la phrase de chez McDo, venez comme vous êtes. Et en fait, c'est ce qu'on essayait d'intégrer dans les équipes et de dire, mais en fait, il faut que chacun puisse venir comme il est, tel qu'il est, et pas se mettre dans un moule. Mais pour ça, ça suppose une relation de confiance, et ce qui est le plus compliqué à construire dans les organisations, parce que la confiance, elle se décrète pas, la confiance, elle se donne. Pour moi, enfin moi je fonctionne en faisant confiance à mes équipes dès le démarrage, parce que j'estime que la confiance on va pas la gagner, on la donne, et c'est comme ça qu'on construit sa relation. Mais c'est ce qu'il y a de plus compliqué, je trouve, dans les organisations, c'est de réussir à instaurer cette confiance réelle, authentique, pour permettre à chacun d'être authentique. C'est très clair. Je te propose qu'on bascule sur un autre type de relation, qui est un sujet que je voulais creuser avec toi, parce que t'es assez actif sur le sujet. C'est la relation entre des startups et des entreprises plus installées. Alors, tu l'as dit rapidement, on a la chance de collaborer ensemble sur WeCare, mais au-delà de ça, en fait, moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton point de vue sur ce que les startups et les nouvelles organisations, on va dire, autour des sujets RH, peuvent vous apporter, comment tu vois ce genre de relation aussi, et en quoi ça nourrit ta réflexion à la fois sur des sujets RH chez WeCare, à la fois sur ton métier plutôt de conseiller sur ton autre activité. En fait, ce que j'aime et dans l'échange avec les startups, c'est qu'en fait, ça vient questionner en permanence sur nos pratiques et nos sujets. Parce que ça met le doigt sur des pratiques du quotidien avec des solutions qui vont permettre d'améliorer certains besoins et certaines problématiques. Avec néanmoins un risque, c'est qu'on a aujourd'hui plein de startups sur plein de sujets. Et parfois, il y a des sujets, on se dit, mais en fait, ça répond à quel besoin? Et on oublie que l'outil doit rester un outil au service d'eux. Mais que c'est en fait l'outil est là pour répondre à une problématique, à un enjeu. Mais ce que je trouve en tout cas intéressant avec les startups, c'est que ça permet de regarder les choses des fois, enfin souvent sous un angle différent, avec parfois plus de pragmatisme en tout cas, parce que la startup elle est dans une recherche d'une solution qui fonctionne de manière efficace, parce qu'il va falloir se développer rapidement avec des enjeux de croissance, et donc en fait on
on est très focus sur c'est quoi ma problématique, c'est quoi la solution que j'apporte, c'est quoi la valeur ajoutée que j'apporte et comment je me focalise sur ce sujet. Et si je reprends l'exemple qu'on prenait, parce que c'est l'exemple là du jour qu'on évoquait et qui te concerne, mais comment j'anime mes managers et comment je rends mes managers plus autonomes, comment je les épaule, comment je les aide, comment je les outille. J'ai une problématique, j'apporte une solution et la solution va vraiment au cœur du sujet. Et c'est ça que je trouve intéressant avec les startups parce que ça nous oblige aussi à venir re-questionner nos modes de fonctionnement, nos process, moi, je suis quelqu'un qui a un profil plutôt de créateur, c'est-à-dire que, j'ai la plupart des postes que j'ai occupés, moi, sont des créations de postes. J'aime créer, une fois que les choses roulent, je m'ennuie et c'est pas là où je suis le plus pertinent. Et ce que je trouve ultra intéressant avec les startups, c'est justement cette phase de création, parce qu'en fait, c'est la phase de questionnement qu'il y a autour de ça. C'est pas le temps de fait de créer. Pour moi, dans créer, ce qui est intéressant dans le fait de créer, c'est de se questionner sur une problématique et sur la solution qu'on va y apporter. Et c'est ça que je trouve ultra intéressant avec les startups, c'est que si on sait bien travailler avec l'univers des startups, si on sait bien travailler avec les identifier, on peut venir questionner de manière assez pertinente nos enjeux, nos organisations, et y trouver des solutions pertinentes, voire d'autres solutions que ce que la startup nous propose. Mais en fait, c'est le questionnement qu'elle amène qui est, je trouve, moi, ultra intéressant en tout cas. Effectivement, je pense que c'est là où on se rejoint aussi. C'est que nous, on a identifié un besoin, on aime le confronter à une réalité, un terrain, avoir un lieu d'expérimentation aussi pour creuser. Et effectivement, cette capacité, je pense aussi à aller vite, qui est appréciée. Est-ce que, alors, au-delà de ce qu'on fait ensemble, est-ce que toi, il y a des initiatives de start-up, tu pourrais nous citer des trucs que tu suis, des trucs que tu as testés, des trucs où tu dis, bon, là, ils sont en train de craquer un gros sujet? Il y a plusieurs startups. Si je reste sur les logiques d'apprentissage, dans cette logique d'apprendre en permanence, il y a tout ce qui est lié à la curation de contenu, forcément, où il y a plein de startups qui se développent et on travaille notamment avec Edflex. Et tu vois, on a même Edflex nous a amené même à nous questionner sur notre rôle d'entreprise en disant mais dans cette logique d'organisation apprenante, d'accès à l'éducation, d'accès à la formation, comment on va plus loin sur le sujet. Et là, on vient de lancer, en tout cas, on vient de permettre à tous les enfants de nos collaborateurs d'accéder à la plateforme Edflex sur WeCare Family. Et en fait, l'enjeu était de venir vraiment, c'était un questionnement qu'on avait sur le sujet, qui était de dire comment on joue notre rôle d'accès à l'éducation, d'accès à la formation. Et tu vois, un de mes plaisirs notamment, c'est qu'on avait récemment une convention et le président du groupe a annoncé que le fonds d'action qu'on a au sein du groupe aujourd'hui, qui traite notamment qui vient en soutien notamment aux violences contre les femmes, finalement ce fonds va élargir son champ d'action pour aller aussi sur l'accès de l'éducation et de la formation des enfants. Et en fait, qui est finalement la continuité du projet qu'on a lancé via Edflex sur ce sujet famille, qui est de se dire, mais en fait, notre rôle, nous, d'organisation sur cette logique d'apprentissage, de développement des compétences, d'accès à l'éducation, d'ascension sociale, il va bien au-delà de nos collaborateurs. Et comment nous, on joue notre rôle aussi au sein de la société sur ce sujet. Et je pense que cette thématique, on ne l'aurait pas poussée aussi loin, en tout cas peut-être pas aussi rapidement, si on n'avait pas fait la rencontre avec cette start-up qui nous a amené à nous questionner et finalement à prendre conscience des enjeux qu'on avait et de notre rôle sur le sujet. C'est hyper intéressant ça, parce qu'en gros, ce que tu dis, c'est qu'en fait votre rôle en tout cas ton rôle un peu de directeur learning s'arrête plus au simple collaborateur, c'est qu'il y a un enjeu un peu sociétal autour de ça, de dire en fait le service qui est proposé donc par Edflex, je crois que j'interviewe Clément très très bientôt, donc c'est top, ça fera un pont. Et aussi utile pour le cercle élargi, c'est-à-dire que les collaborateurs plus leur famille. C'est pour le coup c'est hyper innovant, j'ai pas vu ça. Mais c'est marrant parce que et je trouve que c'est super intéressant. Ouais, et alors après c'est questionnant parce que je sais plus qui me posait la question une fois, disant mais en fait finalement vous revenez à une culture très paternaliste du monde industriel où avant le dirigeant s'occupait de régler tous les problèmes de la famille, de tous les collaborateurs. Alors non, on revient pas dans cette culture. Par contre, on revient sur des questionnements de se dire à quel rôle on doit jouer nous dans la société et notre rôle. Alors notamment chez nous, on est du service à la personne, on apporte de la qualité de vie, on vient même accompagner les enfants par de la garde d'enfants, du soutien scolaire. Donc ça s'inscrit aussi en lien avec notre ADN et notre mission
en tout cas d'apporter de la qualité de vie. On a une ambition forte sur le fait d'être l'entreprise qui prend le plus d'attention à ses collaborateurs. Et en fait, ça va au-delà de ça. Et quand on échange avec nos collaborateurs, on se rend compte que pour certains types de populations et de métiers, qu'en fait, l'enjeu de formation, finalement, pour eux, est presque plus important pour leurs enfants dans des logiques de vision d'accès à l'éducation qui est parfois plus limitée, moins accessible, d'enjeux d'ascension sociale, de leur permettre de pouvoir explorer tous les possibles qu'ils ont envie d'explorer. Et en effet, on a estimé que ça faisait partie de notre rôle sur ce sujet d'aller jusqu'à cet accompagnement. Mais en effet, qui forcément questionnement parce que ça renvoie à des questionnements autour de la culture un peu paternaliste et de se dire où est-ce qu'on met le bon curseur sur ces bons sujets. Moi, je trouve ça hyper intéressant dans le sens où, alors je vais utiliser un mot qui est souvent vu de manière péjorative, mais je parlais de marketing interne, mais c'est juste savoir qui sont tes collaborateurs. Est-ce que tu peux leur apporter? Alors, c'est lié à l'expérience collaborateur, c'est lié, je pense, à votre marque employeur aussi, ce sujet-là. Mais moi, je trouve ça hyper malin. Enfin, tu vois, les sociétés plus de la nouvelle économie proposent des choses autour de la santé mentale à leurs collaborateurs. Bon, bah là, vous avez d'autres types de clients internes qui sont plutôt effectivement pas le même type de clients, des gens qui ont des familles, des gens qui ont plutôt des métiers super opérationnels. Je trouve ça hyper intéressant de pousser ce genre d'initiative. Bravo, je savais pas que vous faisiez ça et je trouve ça vachement malin et surtout très utile. Bravo. J'ai quelques dernières questions à te poser, ça va très très vite. Bon, ça fait déjà 35 minutes qu'on discute, Étienne. J'ai quelques questions pour conclure à te poser, qui est plus sur ton rapport à l'apprentissage. Alors tu nous as dit au début que tu es vraiment du sérail RH, c'était vraiment ton cursus à la base. J'ai l'impression que il y a plein de bonnes idées, il y a plein de, non pas que sérail RH ne permettent pas d'avoir de bonnes idées, mais tu testes beaucoup de choses, tu as une logique vraiment test and learn, travailler avec des startups. Comment tu t'es formé sur ces sujets-là? Parce que j'imagine que c'était pas dans tes cursus, dans ton cursus académique. C'est quoi? C'est tes expériences? C'est le fait de ton passage en startup? Comment tu analyses ce truc-là? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que on peut être dans le sérail RH et être dans cette culture d'innovation. Donc ça, c'est un premier point. Parce que je sais qu'il y a eu un débat, je crois, dans le podcast avec Mathilde sur les RH qui ne viennent pas des RH, notamment, et qui est aussi en effet un point important. Mais en fait, je pense que parce que j'ai un tempérament plutôt de création déjà de départ. Donc ça c'est lié à moi en tant que personne. Et puis après, je pense que c'est surtout lié aux individus et aux gens avec qui j'ai appris le métier. J'ai eu la chance de démarrer mon cursus 7 ans dans un univers pur d'innovation qu'est les télécoms, avec des RH qui ont toujours été dans le business. Tu vois, ce fameux terme de RH business partner, je vais pas dire qu'il m'horripile, mais en fait, on n'est pas partenaire du business, on est dans le business dans la fonction RH, on fait du business. Et en fait, je pense que c'est déjà des fois on a le sentiment en disant oui on révolutionne, on rend nos RH business partners. Non, enfin déjà ça révolutionne rien, ça fait 15 ans qu'on le dit, 20 ans. Par contre l'enjeu des RH c'est d'être dans le business, au cœur du business. Et pas à côté, parce que déjà c'est ce qui apporte. Moi j'ai toujours été un RH quand j'ai été des RH de différentes structures. J'étais toujours un RH un peu parfois qui allait au-delà de son périmètre, c'est-à-dire que je venais parfois sur des sujets opérationnels pour questionner, qui parfois pouvaient être embêtants, mais parce que c'est la façon dont je conçois mon métier et la façon dont je conçois cette utilité. Et donc je pense que cette culture d'innovation, on la développe aussi par rapport à la façon dont on aborde son métier, la façon dont on aborde sa place dans le métier, et non pas la place qu'on nous donne, la place qu'on prend. C'est-à-dire que parfois il faut savoir aussi aller sur des choses où on n'est pas forcément attendu, après de la bonne façon, dans la bonne posture, dans le bon accompagnement. Et puis ensuite, les gens avec qui j'ai appris le métier, enfin la plupart, beaucoup de RH avec qui j'ai appris chez SFR, enfin notamment Stéphane Roussel qui était le DRH de SFR à l'époque, qui est ensuite devenu directeur général, qui est aujourd'hui sur des postes opérationnels. En fait, j'ai appris le métier avec beaucoup de RH qui aujourd'hui ont pris pour certains des postes opérationnels, donc qui étaient dans cette dimension business. Et donc et qui m'a toujours amené à me questionner sur quelle est la valeur ajoutée de ce que je fais, de ce que ça apporte. Et comment ce que je développe vient apporter de la valeur ajoutée. Faire de la RH pour faire de la RH qui vise je vais être péjoratif, à être dans cette vision très administration du personnel et autres. Ok, très bien, il y a des gens qui le font très bien. Moi, c'est pas mon expertise, c'est pas là où je prends du plaisir et c'est pas là où j'estime que doit être la fonction RH.
Et notamment quand parfois moi j'entends certains RH qui disent oui mais on me donne pas ma place dans l'organisation, je peux pas faire, on veut pas. Mais en fait, soit tu changes d'organisation, soit tu prends la place. Mais c'est là où il faut faire preuve un peu d'audace sur les sujets. Soit tu y restes, dans ce cas tu t'y plains pas. Mais alors c'est plus facile à dire qu'à faire parce que ça dépend de plein de sujets d'organisation. Mais à un moment donné, il faut savoir. Il y a le périmètre qu'on vous propose, il y a le périmètre que vous avez dans l'organisation, et puis après il y a ce que vous allez prendre en termes de place par rapport aussi à la valeur que vous allez créer. Et en fait, c'est cette recherche permanente de création de valeur, je pense, qui m'amène à être dans cette réflexion d'innovation et d'ouverture sur l'univers des startups. Hyper clair. Et alors du coup, j'ai une deuxième question qui vient, c'est comment toi tu apprends au quotidien, comment tu te maintiens à jour sur effectivement les dernières innovations, comment tu fais le lien avec des sujets de création de valeur que tu vois en interne et tu dis tiens là il y a peut-être un truc à faire, comment je peux trouver quelqu'un pour nous aider là-dessus. C'est quoi tes routines alors je sais pas si c'est d'apprentissage ou de mise à niveau permanent, d'apprentissage en continu. Est-ce qu'il y a des petites choses que tu te forces à faire au quotidien pour rester au contact quoi? En fait, j'apprends beaucoup moi au contact des autres et en faisant. Et c'est pour ça, échanger déjà avec beaucoup de start-upers, c'est quelque chose que j'aime faire parce que en fait, je suis à la fois dans l'échange et parfois dans l'analyse, c'est-à-dire que comprendre comment il fonctionne, comment il résonne, en fait, c'est pour moi une source en tout cas d'inspiration et d'apprentissage. Et puis ensuite, il y a la veille que je vais faire, mais via les réseaux sociaux, qui est d'être à l'affût de ce qui se passe, à l'affût. Alors, je saurais pas dire comment on développe cette culture, cet apprentissage-là sur savoir détecter des signaux autour de ces sujets-là, mais savoir détecter moi, mon plaisir, c'est quand j'arrive à détecter une petite start-up un peu montante, innovante, et de me dire tiens, là, il y a un truc vraiment intéressant. Et en fait, je vais aller échanger avec. Et en fait, au contact des échanges que j'ai avec, ça vient questionner mes pratiques, mes modes de fonctionnement. Et donc, ça vient, en fait, j'apprends en fait par l'échange. Donc, moi, c'est beaucoup un apprentissage au contact des autres. Je lis quelques ouvrages RH, mais pas tant que ça sur le sujet. Donc, moi, j'apprends vraiment beaucoup. Via ma veille et puis via les échanges que je peux avoir avec tous les acteurs sur le sujet. Ok. C'est super clair, Étienne, c'était très riche. Je pense que c'est encore un épisode que les gens ne pourront pas écouter en vitesse 1x2 ou 1x3. Oui, parce que je parle encore très vite, pardon pour tout le monde. Je suis pareil, donc en fait, on ne se refait pas. J'ai une dernière petite question. Déjà, je voulais te remercier parce que c'était très riche et merci de nous avoir ouvert un peu le capot de comment tu bosses et ton approche sur ces sujets d'apprentissage en continu. Dernière petite question, est-ce que toi, tu vois quelqu'un qu'il faut qu'on ait sur ce podcast, quelqu'un pour nous partager un peu ces trucs et astuces? Il y a deux personnes RH avec qui on partage, je pense, beaucoup de visions sur différents sujets. Il y en a un qui est très connu, qui est peut-être déjà dans un prochain podcast, qui est Jonathan de Franprix, qui est le directeur recrutement, formation, outils digitaux, où on est souvent, on échange souvent avec les mêmes startups, alors parfois en avance ou autre, mais en tout cas, il y a un côté très 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 challenging dans l'échange avec Jonathan qui est ultra intéressant dans l'approche des sujets. Et puis il y a Guillaume Ravix de Nexity qui je trouve intéressant parce qu'il a construit notamment il a su positionner le développement du capital humain dans la cité autour de Nexity avec des enjeux et une logique d'organisation apprenante qui me semble intéressant. Donc là c'est les deux qui me viennent à chaud sur le sujet pour répondre à ta question. Non, mais c'est noté, les invitations sont lancées. Jonathan, Guillaume, si vous nous écoutez, normalement, il y a un mail de ma part dans votre boîte mail à l'heure où vous nous écoutez. Je te remercie encore une fois, Étienne. C'était super riche. Je te souhaite une bonne suite de journée. Merci à toi pour l'invitation, en tout cas, Baptiste. C'était un plaisir d'échanger. Écoute, plaisir partagé. Il me reste à souhaiter une très bonne journée aux auditrices et aux auditeurs qui nous ont suivis jusque-là et vous donner rendez-vous pour un prochain épisode. Salut Étienne. Salut. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire
d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.